toutes et tous, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Dans ma précédente vidéo, je vous demandais si vous préfériez un book haul dès la fin du mois de juillet ou si je pouvais attendre la fin de l'été, la fin du mois d'août pour vous présenter tous les livres acquis pendant cet été. Tous ceux qui ont répondu ont été unanimes, vous préférez avoir un book haul dès la fin du mois de juillet. Bon ok, je suis déjà un petit peu en retard, on est déjà le 7 août aujourd'hui, mais on va dire que c'est fin juillet. C'est rigolo parce que ces vidéos book haul sont soit adorées, soit détestées. Ceux qui sont contre ces vidéos book haul considèrent que c'est vraiment un étalage de nouveaux livres, que c'est de la boulimie, que c'est de la consommation excessive, que c'est inutile. J'entends parfaitement cette opinion, même si personnellement elle me fait ni chaud ni froid. Tout simplement parce que ma bibliothèque, moi je la perçois comme une entité vivante qui bouge énormément. Et surtout les livres pour moi ce ne sont pas des denrées périssables, donc même si je ne les lis que dans 10 ans, dans 10 ans ils seront toujours valables, toujours consommables si on veut faire un parallèle avec des objets de consommation. Donc pour moi ça ne me gêne pas d'acheter beaucoup de livres, d'autant plus que j'achète beaucoup d'occasions, donc c'est un recyclage. Et puis j'ai une démarche aussi pas mal de bibliothécaire, c'est-à-dire que très régulièrement je fais du désherbage dans mes rayonnages, je fais du pilon. Et surtout je fais bouger les étagères quoi, donc effectivement il y a certains livres que j'ai achetés il y a 10 ans, peut-être que je les ai pas lus, je ne les lirai jamais, mais je les fais passer à quelqu'un d'autre, je les donne, je les offre, je les revends. Ils ont passé un petit moment de leur vie sur mes étagères, ils ont pris un petit peu la poussière et puis maintenant ils vont continuer leur chemin et aller découvrir les étagères de quelqu'un d'autre. Je peux comprendre ceux qui sont contre ces book hauls, qu'ils peuvent juger excessifs. Pour ma part c'est un genre de vidéo que j'aime bien tourner, donc je continue à les faire. Et tant mieux pour ceux qui adorent ces vidéos là, voilà, vous en aurez encore assez régulièrement. Par contre ce qui est plutôt étrange quand je fais des book hauls, c'est que la plupart du temps je n'ai pas encore lu les livres que je vous présente et donc parfois je me sens un petit peu démunie parce que je ne sais pas vraiment comment vous les résumer. Parce que pour tout vous avouer, bien souvent quand j'achète un livre c'est plutôt parce que la thématique générale m'interpelle, parce que l'auteur m'intéresse et donc je n'ai pas une idée très précise du résumé. Et donc vous en parler comme si je l'avais lu, effectivement c'est un petit peu compliqué. En même temps, et c'est un petit peu tout le paradoxe de Booktube, quand on fait des vidéos, enfin quand je fais des vidéos vraiment plus détaillées sur mes lectures, quand je rentre vraiment dans le vif du sujet, ben, ce sont des vidéos qui sont beaucoup moins regardées, qui apparemment sont beaucoup moins appréciées. Donc finalement j'ai l'impression que la plupart des gens préfèrent voir des couvertures de livres et avoir 2-3 mots très rapides sur ces livres là plutôt qu'un avis très précis sur des livres que j'aurais pu lire. Bon, moi j'aime bien faire les deux, donc je continue à faire les deux et vous piochez dans les vidéos que vous préférez. Bref, tout ça pour vous dire que depuis la dernière fois, j'ai 15 nouveaux livres à vous présenter. Je vous présente les 2 premiers tomes de la série Agatha Raisin de MC Beaton et moi j'ai les éditions France Loisirs collection Piment. Le premier tome s'appelle La quiche fatale et le second Remède de cheval. Pour le coup, je me fais un petit peu mentir puisque celui-ci je l'ai lu ces dernières semaines, donc je peux vous en parler un petit peu plus longuement. Agatha Raisin, comme on peut sans doute, est l'héroïne de cette série. C'est une femme qui prend une retraite anticipée, qui quitte Londres et son travail pour aller s'installer dans un cottage dans la campagne anglaise. Mais bien vite elle se rend compte que finalement la vie à la campagne est un peu ennuyeuse et que malheureusement pour elle, contrairement à Londres, elle n'arrive pas à faire sa place dans cette nouvelle communauté rurale. Heureusement ou malheureusement pour elle, elle va être mêlée à un meurtre. En fait on va croire que c'est elle qui a tué un homme puisque celui-ci a été empoisonné en mangeant la quiche qu'elle avait amenée, d'où le titre du livre, La quiche fatale. On va très vite comprendre que dans ce petit village anglais, derrière les belles petites maisons, il y a pas mal de secrets et qu'en fait c'est un vrai panier de crabes. Il faut se méfier de tout le monde. Agatha va s'improviser enquêtrice, elle va se mettre dans des situations très compliquées et en même temps très farfelues. C'est assez humoristique. Je garde mon avis détaillé pour un prochain update lecture. Je peux juste vous dire en 2 mots que même si j'ai passé un moment assez léger, assez amusant, pour moi c'est pas la lecture du siècle et finalement je comprends pas tellement tous les avis dithyrambiques qu'il peut y avoir sur cette série. Le 2e tome sera donc une 2e enquête, toujours avec Agatha Raisin en enquêtrice et toujours dans le même village, sauf que cette fois c'est
le vétérinaire du village qui va mourir, et évidemment Agatha Raisin va une nouvelle fois être mêlée à cette disparition malheureuse. Chez France Loisirs toujours, j'ai pris dans leur collection poche Max de Sarah Cohen-Scally. Sarah Cohen-Scally est une autrice jeunesse très appréciée, que des collègues m'ont déjà très souvent conseillé, et pour la découvrir j'avais envie de lire en premier Max, qui est son titre le plus connu et le plus apprécié il me semble. Max, c'est plutôt une histoire à caractère historique puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. On va suivre la vie du jeune Max, d'où le titre, qui naît en 1936 et on va le suivre sur 9 ou 10 ans je crois, 9 ans jusqu'en 1945. Max, c'est un parfait petit Allemand, un parfait petit nazi avec des convictions, des idées bien arrêtées, en tout cas celles qu'on lui met en tête dès sa naissance. Avec les années, il va avoir une pensée qui va évoluer, il va avoir un peu plus de réflexion et il va changer un petit peu les idées arrêtées qu'il peut avoir, notamment au sujet des juifs. C'est un titre qui revient sur le programme Lebensborn, je crois que ça se dit comme ça, je n'ai pas fait d'allemand donc je suis désolée si je le dis mal, toutes mes excuses. Un programme qui est pas forcément très connu. Moi personnellement, avant de découvrir des livres sur le sujet en étant adulte, je n'en avais jamais entendu parler à l'école, au collège, au lycée. C'est important de savoir que ça existait pour, j'espère, ne plus jamais refaire la même chose. Donc en gros l'idée c'est d'avoir une population de race aryenne parfaite, et donc pour ça beaucoup d'expériences ont été mises en place. Il y avait des mères porteuses, voilà, pour créer une race parfaite. Je pense que c'est un titre qui est assez dur, donc même s'il est classé en jeunesse, je pense qu'il faut quand même être bien accroché. Et un titre, il me semble, qui sera très émouvant. Un caractère historique également pour La salle de bal de Hannah Hope aux éditions Folio. Historique puisque ça se passe en 1911 en Angleterre, très précisément dans un asile dans le Yorkshire. On va y suivre principalement une héroïne qui s'appelle Ella, qui est donc une patiente de cet asile, et on va découvrir que dans cet endroit, hommes et femmes vivent séparément. Les femmes travaillent plutôt à l'intérieur de l'asile alors que les hommes sont plutôt sur des travaux extérieurs, mais ils se réunissent chaque semaine, chaque vendredi, lors d'un bal. Lors de ces bals, Ella va faire la connaissance de John, également un patient de l'asile, et une relation va se nouer entre eux. Malheureusement pour eux, le professeur qui est en charge de l'asile a des projets pour ses patients et apparemment ces projets vont mettre des bâtons dans les roues à la relation naissante entre Ella et John. Si j'ai eu envie de lire cette histoire, c'est parce que j'ai lu il y a quelques mois, vous l'avez peut-être vu passer en vidéo, Le bal des folles de Victoria Mass, et j'avais été un petit peu déçue par cette lecture que j'avais trouvée pas assez développée, mais pourtant la thématique m'avait beaucoup plu. Avec La salle de bal, on est dans une thématique assez proche, mais j'ai l'impression que ce sera une thématique qui sera un petit peu plus développée et des personnages auxquels je m'attacherai un petit peu plus, en tout cas je l'espère. Encore un titre plutôt historique, À la grâce des hommes de Anna Kent aux éditions Pocket. Celui-là j'ai eu très envie de le lire parce que j'ai lu de la même autrice Dans la vallée, qui a été un gros coup de cœur. Je vous en ai aussi déjà parlé en vidéo, ça a été je crois un de mes coups de cœur de l'année 2018. Dans la vallée, ça se passe au 19e siècle en Irlande et c'est un drame dans l'Irlande rurale du 19e siècle qui est empreint de superstition. Il y a ce côté changeling, féerie. Pas d'Irlande ici, mais l'Islande. Presque pareil, à une lettre près, et c'est également une histoire basée sur un fait divers, un fait réel, là aussi qui s'est passé au 19e siècle, en 1828 exactement. C'est l'histoire de Agnès, une jeune femme qui a tué son amant, et elle est jugée, et elle va être exécutée pour le meurtre de son amant. En attendant son exécution, elle est recueillie dans une ferme, dans une famille, enfin recueillie. Elle est plutôt surveillée. Malheureusement pour elle, elle est un petit peu pestiférée. La famille, la mère et les enfants notamment ont très peur de recueillir une criminelle chez eux. Donc ils font comme si elle n'était pas là, elle est vraiment mise de côté. Mais petit à petit, Agnès va raconter son histoire. Elle va se dévoiler et elle va raconter sa version, sa vérité sur le meurtre de son amant, son passé, et finalement ça va être assez différent de ce que toute la population de ce petit village islandais
pouvez imaginer. Je pense qu'encore une fois ça va être très émouvant. Ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est basé sur un fait divers réel. Agnès Magnusdóttir, là aussi je suis désolée pour la prononciation, je n'ai pas fait islandais, a été la dernière femme condamnée à mort en Islande, donc en 1828. Curieuse de découvrir cette histoire d'un point de vue certes plus romancé, mais quand même avec, je pense, une grosse documentation, comme pouvait l'être Dans la vallée, qui là aussi partait d'un fait divers. Vraiment, je vous conseille énormément Dans la vallée, c'était poignant. Et donc, en parlant d'Irlande, les 8 livres suivants se déroulent soit en Irlande, soit sont écrits par des auteurs, autrices irlandais et irlandaises. Tout simplement puisque lorsque j'ai déménagé au début de l'année, j'ai fait un gros tri dans mes bibliothèques. Je vous disais, le désherbage, tout ça, je fais ça assez régulièrement. Et donc j'ai revendu pas mal de livres chez Gilbert Joseph, pour citer la grosse enseigne. Et donc j'ai gagné pas mal d'euros en échange que j'ai mis sur mon porte-monnaie. Je n'y avais pas encore touché parce que j'avais pas eu l'occasion de refaire des achats chez Gilbert ou de commander sur le site internet Gilbert. Et puis là, ces dernières semaines, il y a eu de grosses promotions sur pas mal de titres, notamment de littérature étrangère et notamment de littérature irlandaise. Alors autant vous dire que il y avait des promos sur déjà des livres d'occasion, sur de la littérature irlandaise, et en plus j'avais un bon gros portefeuille à dépenser, donc voilà. Je commence par finalement le seul titre qui n'est pas écrit par un ou une auteure, autrice irlandais, irlandaise, mais par une autrice française, mais qui se déroule bien en Irlande. C'est de la littérature jeunesse. Il s'agit du premier tome de l'Anneau de Clada, premier tome qui s'appelle Shimrog, je crois, de Béatrice Nicodème. C'est au livre de poche jeunesse. Si vous avez déjà lu la littérature irlandaise, si vous connaissez déjà l'histoire du pays, vous ne serez pas surpris par ce que je vais vous raconter. Mais pour des enfants, des adolescents qui ont envie de lecture un petit peu historique et étrangère, je pense que c'est une bonne approche. On va donc suivre une jeune fille irlandaise qui s'appelle Keira, qui est une jeune domestique en Irlande en 1846 exactement. On va également suivre un jeune garçon qui s'appelle Arthur, qui lui est le fils d'un riche propriétaire anglais. Évidemment, ils vont tomber amoureux, donc différence de classe. Mais le jeune Arthur va partir à New York, comme énormément d'Irlandais à l'époque. Et Keira, elle, va rester et va subir la grande famine irlandaise. Si c'est bien traité, si les personnages sont attachants, pourquoi pas? En tout cas, moi je suis curieuse de découvrir ça. Et j'ai oublié de vous dire que ça se passait à Galway, précisément, puisque Clada, la bague Clada, a été créée à Galway. Si vous allez à Galway, vous allez dans la rue principale qui va vers le port. Et là, vous avez des dizaines de boutiques de bijoux autour de ce symbole Clada. Donc notamment des bagues en argent, en or, tout ce que vous voulez. Mais aussi des bracelets, des colliers, de la déco, voilà. Avec ce symbole qui n'est même pas dessiné en fait, je me rends compte, sur la couverture. Ce qui est dommage. Mais vous l'avez très certainement déjà vu. C'est un symbole qui est constitué d'un cœur, d'une couronne et de 2 mains qui encerclent le cœur, qui symbolise l'amour, la loyauté et l'amitié, je crois. Voilà. Donc en gros, selon à quelle main vous le portez, à quel doigt, si vous avez le cœur pointé vers vous ou vers l'extérieur, ça a des significations différentes. C'est soit que vous êtes libre, que votre cœur est libre, que vous êtes engagé, que vous êtes fiancé, que vous êtes marié. Voilà. Toute une symbolique autour de cet anneau que personnellement je trouve très laid. Excusez-moi. Pourtant, voilà, Irlande Power, j'adore l'Irlande. La signification, je trouve ça très joli, très beau. Mais le motif, le dessin, je trouve pas ça très joli. Voilà. Donc je ne porterai jamais de bague Clada. Je continue avec 7 titres d'auteurs irlandais. Les Fureurs invisibles du cœur de John Boyne aux éditions du livre de poche. Celui-là, je l'ai beaucoup vu passer. Ça a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes, beaucoup de lecteurs, beaucoup de lectrices. Et notamment Julie, des lectures de Scarlett. Je vous mettrai le lien de son blog et de son Instagram en description de la vidéo. C'est quand même un bon pavé hein, qui fait quasiment 900 pages, qui va suivre la vie de Cyril pendant 70-75 ans, quasiment 3/4 de siècle. On va découvrir donc la vie de Cyril qui n'a pas eu une vie facile. Il est né d'une fille mère bannie de la petite communauté rurale irlandaise où elle avait grandi.
et il va être adopté par un couple de riches bourgeois dublinois. Toute sa vie, il va être en quête d'identité, en quête de réponse à ces questions, notamment autour de sa sexualité. Il va découvrir qu'il est homosexuel, et dans cette Irlande du XXe siècle, très conservatrice, très traditionnelle, ça va être assez compliqué pour lui. Il y a un contexte irlandais qui est très fort derrière tout ça. Moi je trouve ça passionnant de suivre l'évolution du contexte irlandais sur 70-75 ans et qui est vraiment très lié à l'histoire d'une vie d'un personnage en particulier. Voilà, ce contexte économique, la pauvreté évidemment, voilà, le poids de la religion qui est très présent en Irlande, enfin qui était très présent, qui l'est de moins en moins au fil des années, mais au XXe siècle, voilà, très présent. Le conflit nord-irlandais, tout un contexte voilà, qui est très fort en Irlande et qui rejaillit forcément sur les personnages. Et a priori c'est très présent ici, donc je suis très curieuse de lire ça. De John Boyne toujours, peut-être un peu plus connu et surtout plus jeunesse, Le garçon en pyjama rayé chez Gallimard. Si on veut en savoir plus sur ce livre, inutile de lire la 4e de couverture qui nous explique qu'on ne trouvera pas de résumé ici. Je me suis quand même un petit peu renseignée et je pense que l'image peut nous donner une idée de ce dont on va parler. On retourne du côté de la Seconde Guerre mondiale, je crois que là c'est en 1942 exactement. On va suivre l'amitié entre deux jeunes garçons qui sont vraiment très différents, puisque l'un d'entre eux est un jeune allemand pure souche et un jeune juif, voilà. Et donc de cette amitié va découler une évolution des convictions, des perceptions, notamment du jeune allemand qui va remettre un petit peu en question tout ce qu'il a pu apprendre jusque-là. Encore une fois un texte qui je pense va être très émouvant, très percutant et que je n'oublierai pas de sitôt je pense. Je laisse John Boyne mais je vais du côté de Colum Toibin avec Nora Webster aux éditions 10-18. Toujours en Irlande, toujours dans une petite société rurale. En même temps en Irlande, même la capitale Dublin n'est pas non plus une ville immense. Et les autres villes comme Galway, Cork, etc. sont pas des très grosses métropoles. Donc très vite on est dans cette campagne irlandaise assez peu peuplée. Enfin disons que il y a assez peu de gros rassemblements de maisons, de villes, mais par contre il y a des hameaux un petit peu partout. Donc c'est très rare que vous fassiez plus d'1 kilomètre sans trouver au moins une maison sur votre chemin. Comme le titre l'indique, vous vous en doutez, on va suivre une héroïne qui s'appelle Nora Webster, qui vient de perdre son mari et qui se retrouve à devoir subvenir aux besoins de ses 4 enfants. Donc pour ça elle va reprendre le travail. Sa vie va complètement changer et en fait elle va se rendre compte qu'être veuve finalement c'est retrouver une certaine liberté. Elle va acquérir une nouvelle autonomie, elle va devenir une nouvelle femme, ça va être une renaissance. Le problème c'est que dans cette Irlande de la fin des années 60, dans cette Irlande rurale, c'est vu d'un très mauvais œil par tous les villageois qui la connaissent depuis des années. Je pense que c'est une histoire qui est assez lumineuse puisque c'est l'histoire d'une renaissance, d'une femme voilà, qui se redécouvre, qui renaît, qui revit. Alors beaucoup moins lumineux je crois, Maison des rumeurs de toujours Colum Toibin, hein. Restons chez le même auteur. Ici c'est aux éditions Robert Laffont, collection Pavillon. Il s'agit d'une réécriture moderne du mythe qui entoure les personnages que sont Agamemnon, Clytemnestre, compliqué à dire, Iphigénie, Oreste et Électre. Donc Agamemnon et Clytemnestre sont les parents. Les dieux ont dit que pour que Agamemnon sorte victorieux de la guerre de Troie, il doit sacrifier sa fille aînée, sa fille qui s'appelle Iphigénie. Donc Agamemnon va tuer sa fille et on va découvrir ce qui se passe ensuite. Dans cette maison, on va découvrir la voix des différents personnages tour à tour. On va découvrir une mère éplorée suite à l'assassinat de sa fille aînée. On va découvrir un frère, un fils qui lui est un petit peu étranger à tout ça. Je crois même qu'il va s'enfuir, qu'il va partir loin de tout ça pour échapper à ce poids familial. Et puis Électre qui elle, très discrète mais aussi plutôt intelligente, est observatrice
et a beaucoup de choses à nous dire. Donc c'est un drame familial, c'est une tragédie, il y a plein de morts dans cette histoire, enfin la mort en tout cas est pesante sur les épaules de chaque membre de cette famille. C'est une sorte de huis clos dans cette maison. J'ai vu que Charlotte Parlotte disait que c'était une modernisation du mythe très humaine et pleine de sensibilité. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Roddy Doyle, mais cette fois j'avais envie de le découvrir dans un titre plus adulte, puisque les 2 ou 3 premières fois lors desquelles je vous en ai parlé, c'était vraiment pour des titres jeunesse, qui ne m'avaient pas forcément convaincue jusqu'au bout. Donc là, un titre adulte, je me dis pourquoi pas. Il s'agit donc de Smile, de Roddy Doyle, aux éditions Joël Losfeld, que je ne connaissais pas. C'est l'histoire de Victor, qui vient de se séparer de sa compagne de longue date, et qui décide de recommencer une nouvelle vie. Il retourne sur les traces de son passé puisqu'il va se réinstaller à Dublin dans le quartier de son enfance. Pour sortir un petit peu la tête du trou, il se met dans l'idée de fréquenter toujours le même pub tous les soirs. C'est un petit peu le lieu de rencontre. The place to be en Irlande, c'est le pub. Même le jour de Noël, on va au pub. Donc dans ce pub, il va retrouver a priori un ami d'enfance qui s'appelle Ed. Sauf que Victor n'a aucun souvenir de cet ami d'enfance, de ce camarade de classe. Et on va découvrir que si Victor n'a pas de souvenir de cet ami d'enfance, c'est parce qu'il a effacé de nombreux pans de sa mémoire, de nombreux pans de ses jeunes années, notamment en classe, je pense dans des écoles religieuses. Donc je n'ose même pas imaginer ce qui a pu se passer dans ces écoles. Enfin ça se trouve c'est pas du tout la thématique de ce livre là, mais je pense que c'est beaucoup moins léger, fun que pouvait l'être par exemple Paddy Clark que j'ai lu il y a quelques mois à peine. Je vous présente D'os et de lumière de Mike McCormack aux éditions Grasset, collection en lettres d'encre. Oui c'est ça, en lettres d'encre, c'est écrit petit. Problème de vue. Ce livre là, j'en avais jamais entendu parler en fait, et je pense que avec juste le résumé, je suis pas sûre que j'aurais été plus tentée que ça. Mais encore une fois, c'est la chronique de Charlotte Parlotte qui m'a poussée à m'intéresser à ce titre là. Un titre assez spécial a priori, puisqu'il se déroule sur 1 heure. Pendant 1 heure, le personnage principal va nous raconter son passé. Il s'appelle Marcus, il est assis à la table de sa cuisine dans un petit village dans la campagne irlandaise, comme d'habitude. Et il revient sur son enfance, ses études, son mariage, ses enfants. Et derrière tout ça, encore une fois, on va avoir un contexte irlandais, sociologique, économique, historique, qui va être très présent et qui là encore va avoir un impact très important sur la vie du personnage principal et son entourage. J'espère que je vais aimer. Ça a l'air encore une fois assez particulier. C'est ce que nous dit la 4e de couverture. Attention, un titre qui nous immerge dans les profondeurs de l'âme celtique. Écrit d'un seul souffle, D'os et de lumière fera certainement date dans l'histoire de la littérature anglo-saxonne. Si avec ça, je suis déçue, ça va pas le faire. Je termine avec un dernier titre irlandais qui là aussi sera pas hyper fun à mon avis. Il s'agit de La Neige Noire de Paul Lynch aux éditions Albin Michel. De Paul Lynch, j'ai lu il y a quelques mois Grace, son dernier, sur la famille irlandaise. On suivait une jeune fille qui vivait voilà, la famine irlandaise au plus près, qui était sur les routes, qui cherchait à manger, qui mourait de faim, qui avait peur des rencontres, bref, un titre assez lourd, assez douloureux, mais assez immersif et plutôt bien écrit. Donc j'avais envie de lire autre chose de Paul Lynch. C'était plutôt son autre titre qui s'appelle je ne sais plus comment, qui m'interpellait plus, mais il n'était pas disponible sur Gibert. Autre titre qui s'appelle Un ciel rouge le matin. La Neige Noire, ça parle de quoi? Ça parle d'un petit village irlandais. Non. Ça parle d'un homme, d'un émigré qui revient en Irlande après de très nombreuses années passées aux États-Unis, je pense. Oui, il me semble. Et donc il revient s'installer en Irlande et pas n'importe où, il revient dans le Donegal et ça se passe dans les années 40, en 45. Voilà, donc il faut savoir que le Donegal c'est un petit peu le comté le plus... j'aime pas le mot rustique parce que c'est assez péjoratif, mais qui a gardé peut-être le plus ses traditions irlandaises. J'y suis allée la dernière fois que je suis allée en Irlande, donc en 2018, c'est le comté que j'ai visité, c'est vraiment
superbe. Mais effectivement c'est assez sauvage, c'est pas encore très touristique, de plus en plus hein, ça se développe. Mais si vous voulez être perdu au bout du monde et pas voir grand monde, c'est vraiment un très beau comté avec des paysages et des montagnes qui m'ont un petit peu fait penser à l'Écosse. Un petit peu plus montagneux, un petit peu plus brumeux. Voilà, mais alors le Donegal, magnifique. Si vous avez l'occasion, franchement, c'est un comté qu'il faut voir. De toute façon, toute la côte ouest irlandaise est magnifique, toute la côte est irlandaise est magnifique, toute l'Irlande est magnifique. Non, mais principalement la côte ouest, vraiment, si vous avez l'occasion, et notamment le Donegal, ça vaut le coup. C'est une région assez aride, et ses habitants... et encore plus en 1945 je pense, étaient eux aussi assez durs. La famille se réinstalle dans le Donegal, ils vont commencer une nouvelle vie, en tout cas ils le souhaitent. Sauf qu'il y a un incendie qui va complètement ravager leur étable, puisqu'ils vivent dans une ferme, donc l'étable va être ravagée par l'incendie. Le bétail va être complètement décimé, et pire que tout, il va y avoir un ouvrier qui va être tué lors de cet incendie. Et toute la communauté, tout le village autour de cette ferme va rejeter la faute sur Barnabas et sa famille. Et donc ça va être une atmosphère très lourde, encore une fois, dans l'Irlande rurale, avec tout ce que ça peut impliquer de traditionnalisme. Je fais confiance à Paul Lynch pour nous immerger très facilement dans les paysages irlandais. Je pense que je vais y être à 100% et j'espère que je vais avoir des atomes crochus avec les personnages pour vivre encore plus cette histoire, pour ressentir encore plus d'émotions, parce que voyager et être dans ces paysages irlandais c'est génial, c'est déjà très bien. Mais si en plus je peux avoir quand même de l'empathie pour les personnages, ressentir quelque chose, vivre quelque chose avec eux, c'est encore mieux. Et je termine cette vidéo avec deux albums pour la jeunesse qui ne sont pas du tout irlandais, rassurez-vous, on change complètement. Un que j'ai oublié de vous présenter lors du dernier book haul, donc je répare mon oubli, je vous présente Un peu perdu de Chris Houghton aux éditions Thierry Magnier. En fait c'est un album que je connais déjà, puisque je l'ai lu de longs mois en accueil jeunesse dans la bibliothèque où je travaillais avant. Petit clin d'œil à d'anciens collègues s'ils passent par là, Nathalie peut-être. Voilà, j'ai de très bons souvenirs de nos lectures, de cet atelier autour des animaux de la forêt. Petit clin d'œil également à Bébé Chouette, raconté en Raconte Tapis notamment, avec la petite Lou qui voulait absolument sa maman. Voilà, au bout de 3 mois d'atelier, on ne pouvait plus de Bébé Chouette. En revanche, Un peu perdu, j'ai eu beau le raconter pendant 3-4 mois, c'est toujours un plaisir de raconter cette histoire. C'est super mignon, c'est plutôt pour les tout petits, hein, entre 0 et 3 ans on va dire. C'est l'histoire d'un petit bébé chouette, encore une fois une chouette, qui en s'endormant va tomber de son nid et qui va donc ensuite être à la recherche de sa maman, et qui pour retrouver sa maman va rencontrer plusieurs animaux de la forêt qui vont essayer de décrire la maman chouette et qui vont souvent se tromper. Donc ça fonctionne très bien avec les petits, j'aime énormément les dessins, c'est très drôle, c'est tout mignon et ça marche vraiment super. Autre album dans un genre complètement différent et cette fois pour les plus grands enfants, Greta change le monde, écrit par Gabriella 5, je crois que ça se dit comme ça, et illustré par Vamille, c'est aux éditions Sarbacane. Vous vous en doutez, on va parler d'écologie et on va notamment parler de la figure qu'est Greta Thunberg. On va découvrir l'histoire de cette figure devenue héroïne de l'écologie. Avant d'être une militante écologiste, c'était une petite fille, comme tout le monde, qui a été élevée par des parents qui étaient déjà sensibilisés au recyclage, à l'écologie. Donc elle a appris très jeune à faire attention à sa consommation d'eau, fermer les robinets, à éteindre la lumière, à recycler. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle faisait tous ces gestes. Et elle comprend enfin pourquoi l'écologie c'est important lorsqu'elle entend parler du réchauffement climatique. Et à partir de ce jour-là, elle se met en tête, alors qu'elle est haute comme 3 pommes, de faire tout ce qu'elle peut, de multiplier les petits gestes du quotidien pour réduire son empreinte, pour améliorer les choses. Et elle va plus loin que ça quand elle est adolescente, puisque j'imagine que vous le savez, elle va aller manifester devant le Parlement finlandais, elle va entamer une grève qui a été reprise dans le monde entier. Je trouve que c'est un album intéressant puisqu'il permet de dire aux enfants, ok vous êtes petits, ok vous avez peut-être l'impression
de ne pas pouvoir participer à votre échelle, d'être trop petit pour avoir un impact. Mais en fait, c'est un album qui nous rappelle que chaque geste compte, que Petit Colibri peut avoir un impact lui de son côté, et qu'aussi petit qu'on soit, on peut faire bouger les choses. Voilà, donc un message assez important pour les petits lecteurs, il me semble, et qui peut être une porte ouverte sur ensuite un sujet comme l'écologie, le recyclage. Ça peut être une bonne introduction pour les jeunes lecteurs sous forme d'histoire, pour aller plus loin ensuite avec des petits docs par exemple. J'en ai fini avec ce book haul, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains des titres présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie d'en lire certains en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire, on pourra essayer de s'organiser ça dans les prochains mois. J'en profite encore une fois pour vous remercier de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Encore une fois, je sais, je me répète, mais c'est important. Ce sont vos interactions avec les vidéos qui permettent à celles-ci d'être référencées sur YouTube. Il y a tellement de vidéos qui sont publiées chaque jour, notamment sur Booktube, notamment au sujet des livres, que vos interactions sont super importantes parce que sinon les vidéos sont complètement noyées. C'est toujours un peu une petite déception parce que effectivement j'aime bien faire des vidéos, effectivement je ne le fais pas pour avoir des stats de fou, mais c'est quand même dommage de passer du temps là-dessus et qu'au final, elle soit quasiment pas vue. Donc voilà, merci à ceux qui prennent le temps de mettre un petit pouce positif, de partager, de commenter. Merci, merci, merci. J'en profite aussi pour remercier les personnes qui ont regardé des publicités sur Utip et qui ont fait des dons. C'est super gênant, à chaque fois ça me perturbe un petit peu, mais bon bref, merci beaucoup. Malheureusement pour moi, Utip existe depuis des années. J'ai hésité pendant des années à m'y inscrire en me disant que j'avais pas envie d'imposer quoi que ce soit. Enfin, imposer c'est un grand mot, hein, j'impose rien. J'avais pas envie de vous proposer d'aller regarder des publicités ou de faire des dons. Et enfin, quand je me décide à le faire, les publicités sont supprimées sur Utip. Voilà. Je suis dégoûtée. Donc maintenant sur Utip vous ne pouvez plus regarder de publicité pour me soutenir malheureusement. Vous pouvez uniquement faire des dons directs d'argent. Donc ça me gêne beaucoup. Donc voilà, je ne vous demande rien encore une fois, hein, c'est complètement libre. Je reste inscrite sur Utip, je me dis que peut-être un jour les publicités reviendront. Si vous connaissez un autre site qui propose ce système de publicité pour soutenir vos créateurs préférés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai regarder ça. Encore une fois, merci, 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 merci pour votre soutien. Je vous souhaite une très belle suite d'été. J'ai pas envie de dire une très belle fin puisqu'il y a encore quand même quelques semaines avant la rentrée. Je vous souhaite surtout de très belles lectures et surtout prenez soin de vous. Merci et à bientôt.